Merci à tous de venir. Ça me évidemment très plaisir de voir que la question de l'innovation responsable devient un sujet qui remplit de plus en plus les salles. C'est bien plaisant, d'autant plus quand on voit dans la salle des personnes qui deviennent des experts, qui sont des experts de l'innovation responsable. C'est un vrai plaisir de voir tout le monde. Et nous allons passer la matinée, comme dans toutes les matinées d'innovation, à la fois avec une introduction rappelant les enjeux de l'innovation responsable, selon la définition qui est communément admise autour de l'innovation responsable. Et on verra après des traductions, comme d'habitude, auprès de trois entreprises, deux entreprises, une association qui est l'association Vivagora, et puis deux traductions d'entreprises avec des approches différentes par rapport à la définition qu'on en donne, etc. Mais c'est tout l'intérêt, justement, de ces matins-là, d'avoir une différenciation, une perspective entre d'une part, non pas la théorie, mais en tout cas la définition de l'innovation responsable, et puis les enjeux qui sont portés. Nous avons plusieurs partenaires pour le matin. Vous voyez, la collection de logos, évidemment, avec la Poste qui travaille beaucoup sur l'innovation responsable en région, notamment, avec également le projet Karim, qui est le projet porté par le CFI, qui sera une présentation très rapide de ce qu'est le CFI par Michel Daigné, qui est le responsable du développement durable pour le CFI, qui est le Centre francilien d'innovation, et qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Et je le laisserai parler juste après l'introduction pour qu'il vous présente rapidement quels sont les enjeux du CFI d'une façon générale. Avant tout, évidemment, il faut rendre hommage, puisque nous sommes dans les 50 ans, la 50e année, de la publication de peut-être qui est celle qui a porté l'innovation responsable pour la première fois, puisque la publication de cet ouvrage-là date du 27 septembre 1962, où Rachel Carson arrive avec cet ouvrage, Silent Spring. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été d'un retentissement considérable, puisqu'il a porté la question des conséquences à l'époque du DDT, c'est-à-dire des pesticides en gros, et cette question qui aujourd'hui peut être vue de façon un peu différente, mais il faut voir que ça répondait à une question particulière, le DDT. Pourquoi est-ce qu'il y a des pesticides, etc. Est-ce que ça protège certaines récoltes aux États-Unis? Est-ce que ça peut aider à certaines protections d'environnement d'avoir des pesticides? La réponse était oui. La réponse est oui, je protège certaines récoltes. Sauf que les questions des pesticides, les questions des différentes choses qui vont être posées sur les graines, sur les engrais, etc., peuvent être mangées par les oiseaux. En conséquence de quoi, les oiseaux peuvent en mourir. En conséquence de quoi, nous avons un printemps silencieux, comme est le titre de l'ouvrage, Silent Spring. Cet ouvrage-là est considérable et il est un véritable jalon de ce que va donner la responsabilité ou l'innovation responsable, plus exactement la confrontation entre les deux, entre l'innovation et la responsabilité. Et si on en parle de façon un peu, aujourd'hui, voilà, c'est ses 50 ans, etc., on peut en faire un hommage. Sauf qu'on voit bien dans le Time qui a été publié il y a 2 semaines que Rachel Carson is still under attack, est toujours attaquée. Alors, toujours attaquée comment? L'aile droite américaine conserve un blog, un site internet qui est à jour régulièrement, qui explique qu'elle avait tort. Elle avait tort et elle est avec tout un tas de photos extrêmement émouvantes d'enfants qui vont mourir à cause du paludisme, à cause de tout un tas de maladies possibles. Donc la question posée par Rachel Carson il y a 50 ans, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité pour les entreprises et elle va porter cette question de l'innovation responsable. Et cette question de l'innovation responsable, évidemment, on peut la faire dater bien avant Rachel Carson. Bien avant, puisque cette notion de vouloir contrôler la nature se pose à travers le début du modernisme, à travers Descartes, qu'il va dire clairement il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il a été beaucoup condamné, Descartes, sur cette question de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Mais il voit bien autour de lui comment est-ce que l'on disparaît, pourquoi est-ce que l'on meurt à cause de maladies. Et c'est pour préserver la santé que l'on doit contrôler la nature. Il n'empêche que
au fur et à mesure, il y a toujours cette balance entre je contrôle la nature et en même temps je veux me préserver. On est ce qu'on appelle en innovation responsable un problème tortueux. Un problème tortueux en permanence. C'est-à-dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon? Et la philosophie va porter considérablement ces questions. Et Nietzsche va se poser en permanence cette question en disant il faut que l'on crée de façon perpétuelle une amélioration de l'individu, une amélioration humaine à travers ce qu'il va appeler la volonté de puissance. On doit produire des individus supérieurs. Ces notions-là sont évidemment portées par les questions de progrès, les questions de progrès qui sont d'ailleurs dans la construction, la reconstruction de la vie, etc., et qui préservent évidemment la vie, mais qui va même aller jusqu'à la dépasser. Je vais en parler rapidement. Ces questions-là, elles semblent paraître récemment. Elles semblent paraître depuis quelques années en disant qu'est-ce que l'on fait avec l'être humain, qu'est-ce que l'on fait avec les individus, qu'est-ce que l'on transforme biologiquement également dans les individus. Il n'empêche que c'est bien évidemment avant que ça s'opère, puisque déjà dans la mythologie, qu'elle soit maya ou grecque, on a toujours cherché à reproduire l'humain. On a toujours cherché à le contrôler. On a toujours cherché à tout faire. Chez les Mayas, la première version du genre humain, c'est formé de boue, ça ne marche pas très bien. De bois, ça ne marche pas très bien non plus. Ah ben ça va marcher avec le maïs. Aliment sacré pour les Mayas. Les dieux créent des humains à partir du maïs chez les Mayas. Dans la Grèce, évidemment, on a cette volonté d'aller vers le meilleur, le mythe de Prométhée. C'est bien le genre humain qui devint le plus puissant grâce au don du feu. Les compétences techniques, de la sagesse, de l'art, de la force, de la vitesse physique, parmi d'autres. Donc déjà chez Prométhée, on voulait déjà dépasser ce cadre-là. Pandore, c'est la création de l'humain parfait. Ah, pas de chance, on va ouvrir la boîte, avec dedans la vieillesse, la mort, le travail, etc. Tout ça. Mais on cherche encore l'humain parfait. On a toujours cherché ça. La science-fiction en regorge. La séparation de l'humanité en plusieurs rameaux incapables de communiquer entre eux. Des humains naturels, mécanisés, biologiquement modifiés. Qu'est-ce qui s'est passé fin août aux Champs-Élysées à Paris, au McDonald's? Personne arrive pour aller se servir. Personne de la sécurité qui le prenne, la personne en train de se servir, et qui le mette dehors et casse ses lunettes. Ces lunettes filmaient le McDonald's, lui permettant, étant non-voyant, d'envoyer les informations au cerveau, permettant de pouvoir agir comme tout le monde. Les deux ont raison. On n'a pas le droit de filmer un McDonald's, un lieu privé, et on n'a évidemment pas le droit de violenter quelqu'un et de casser ses lunettes. Vous voyez bien que dans la science-fiction, c'est l'incapacité de communiquer entre les différentes personnes, les différents humains. C'est ce que, derrière ça, on appellera les questions du transhumain ou les questions du post-humain. Et comment on dépasse ces cadres-là. Donc la science-fiction elle-même est dépassée. L'histoire et la mythologie est dépassée. Les enfants d'Icare, une série de mutations imaginées qui mènent à la perte de l'humanité, acceptée comme le destin. La métamorphose fait partie de la vie. Mais Darwin ne disait pas autre chose. Darwin disait bien que l'humanité, telle qu'on la connaît, n'est pas une fin. Elle va être dépassée encore. Ou encore Riboffeuille, en acceptant que rien n'est jamais permanent, certains y voient une autorisation d'aller de l'avant sans se soucier des conséquences, et c'est ça notre enjeu aujourd'hui. Se soucier des conséquences. Se soucier des conséquences d'innovation, quelles qu'elles soient. On a 3 enjeux de l'humanité qui vont se poser à nous pour comprendre, je parlais de cette rapide introduction, mais qui s'impliquent aujourd'hui pour nous. 3 éléments qui sont l'environnement et l'écosystème, le vivant et ses avatars, la technique et le politique. Et ce que l'on veut simplement essayer de calibrer, c'est à la suite de ça, lorsque l'on va voir ces 3 enjeux, qu'est-ce qui finalement fait que l'innovateur ou pas va faire les choses? Ce que l'on peut appeler le travail de l'esprit, tout simplement, la capacité spirituelle, c'est ça. C'est simplement la capacité de travailler sur soi permettant de développer un élément. L'environnement et son écosystème, très rapidement, vous le savez, donc je passe rapidement sur ces éléments-là, mais début du 19e siècle, on a 1 milliard d'habitants, si ce n'est que tous les 12 ans, nous avons un nouveau milliard. Qu'est-ce qu'on fait de ce nouveau milliard d'habitants sur la planète? Comment est-ce que l'on gère ça? Lorsque l'on a les différentes
date d'épuisement des richesses exploitables de notre planète, on voit bien qu'elle diminue et que l'on va en permanence en train d'aller chercher ces différents éléments. Or, le tableau Mendeleïev périodique des éléments, il n'est pas inépuisable, il n'est pas extensible. Là où ça devient également paradoxal, c'est toutes les nouvelles technologies usent de plus en plus les terres rares. On a de plus en plus besoin également des terres rares pour produire, exemple, la Toyota Prius ou l'éolienne ou le photovoltaïque, par exemple. On a besoin de ces terres rares pour produire ça, ce qui veut dire qu'un tout voltaïque serait une catastrophe. Ce qui veut dire que l'ensemble de ces éléments-là doivent être mis en perspective à pourquoi nous utilisons ça, avec évidemment la perspective finale qui est l'épuisement. Toujours sur l'environnement et son écosystème, cette fois-ci je ne vais pas évidemment parcourir cette longue liste, elle est simplement pour vous dire et vous rappeler à quel point nous sommes dans une situation où les 11 des 12 dernières années les plus chaudes, ces 150 dernières années, ont été enregistrées les 12 dernières années, la consommation mondiale d'énergie est considérable, que le budget des pétroliers a considérablement augmenté à l'occasion du sommet de Copenhague, contre évidemment les gaz à effet de serre, que l'Union nationale pour la conservation de la nature a travaillé sur plus de 40 000 espèces et a montré leur possible disparition pour une partie d'entre elles. Bref, tous ces éléments-là sont importants, mais trop souvent nous résumons la responsabilité aux questions qui sont celles de l'environnement. Or, on n'a pas que ça. Évidemment, la technique et le politique sont considérables. Et on a cherché, ou l'on cherche, et l'on cherchera toujours, à aller de plus en plus vite. Chez Airbus, le ZEST, l'objectif, c'est de faire 2h30 Paris-Tokyo sous le concept de la fusée, c'est-à-dire on va très très haut, très très vite, pour pouvoir après avoir un comportement de fusée. On essaye à comprendre l'infiniment petit avec les nanotechnologies, ou l'infiniment très grand pour transporter 800 personnes dans un avion. On cherche le plus grand, le plus vite, le plus petit. Ces dimensions-là sont à mettre en perspective politiquement avec déjà ce que l'on voyait chez Bentham, vous connaissez le panopticon, c'est-à-dire cet endroit où l'on va avoir pour une personne la capacité d'en observer des centaines. Le contrôle des individus. Panopticon, c'est le philosophe du XVIIIe siècle qui a peut-être posé ça. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'à Londres, nous avons 65 000 caméras qui surveillent Londres en permanence. On a bien dépassé Bentham. On a 1 milliard de connectés sur Facebook, on a 80 types de fichiers en France, dont 45% illégaux. Et vous voyez bien les questions un peu cruciales. On pouvait lire encore ce week-end dans Le Monde comment le général américain était tombé pour cause d'adultère parce que Google a donné les mails au FBI. Le FBI a demandé les mails, Google a dit très bien, je vais vous donner tous les mails qu'il y a eu comme échange entre sa biographe et le général. Donc tous vos mails sont à disposition de tous, pour être retenus contre vous. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. C'est ce que Foucault clairement montrait déjà en 1975 avec le biopouvoir. Comment est-ce que l'on contrôle vos corps? On vous demande de marcher 20 minutes par jour, de manger 5 fruits et légumes par jour, d'être protégé lorsque vous faites l'amour, de vous faire vacciner évidemment de cette façon-là. On essaye de créer une norme, ce que Marcuse appelait l'homme unidimensionnel. L'homme unidimensionnel, on est finalement dans une dimension où l'on va essayer de créer clairement ce que Huxley appelle le meilleur des mondes. Cette question-là, et c'est la troisième étape évidemment, le troisième enjeu de l'humanité, c'est bien sur le vivant et ses avatars. Et le vivant et ses avatars, ça va être comment je reconstitue les corps, à la fois le visage, à la fois les organes, à la fois toutes les greffes. Comment je comprends, grâce aux neurosciences, l'ensemble des actes des individus. Mais également, comment je vais essayer de reproduire les individus. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Déjà, dans la mythologie, on cherchait à le faire. Maintenant, la seule différence, c'est qu'on arrive à le faire. Le bébé médicament, vous vous souvenez de cette histoire en juillet 2009 à la Pitié-Salpêtrière, où on a créé pour la première fois un enfant destiné à ce que l'on lui prélève les cellules souches pour sauver sa grande sœur. Ça s'est disposé comme ça, dans un endroit, dans un hôpital parisien. On ne se pose pas la question ailleurs, est-ce que ça se ferait ou pas? On ne se pose pas la question des valeurs qui sont en train d'être changées pour les individus. Enfin, de toutes ces notions-là, ce qui est la plus peut-être incroyable, c'est qu'aujourd'hui, nous créons du vivant à partir de matière inerte, par exemple avec la biochimie. Ces différentes dimensions-là nous appellent à la capacité spirituelle. Qu'est-ce que l'on veut pour notre monde?
Et simplement, je ne rentrerai pas dans la question de la spiritualité, d'autres endroits et d'autres lieux sont pour ça. La question simplement que l'on me pose pour un innovateur, c'est que lorsque vous êtes un innovateur, ou lorsque vous êtes un collaborateur d'une façon générale dans l'entreprise, ce qu'on vous demande, c'est surtout de bien séparer votre vie privée de votre vie professionnelle. Et on vous dit, ne regardez pas vos mails chez vous, ne pensez pas au travail chez vous, faites tout ce qu'il faut pour, évidemment, avoir une distinction entre les deux. La première conséquence, c'est qu'au travail, vous ne pensez pas à votre vie privée. Alors ça, c'est une conséquence pour être plus performant, ce qui est très bien, probablement, mais ce n'est pas que ça. C'est également, est-ce que je pense comme un citoyen? Est-ce que finalement, lorsque je lance, moi, en tant qu'innovateur, un téléphone portable qui peut avoir des conséquences sur le cerveau, sur le cœur, etc., si c'est un de mes enfants qui l'utilise, est-ce que je le fais ou pas? Cette question-là, évidemment, a sa réponse. Vous n'êtes pas venu pour rien, vous allez avoir la réponse. La réponse, elle est dans Winnie l'ourson. Puisque dans Winnie l'ourson, vous avez cette phrase, hein, ce livre date un peu de Rachel Carson, où il montre, je vous présente donc Édouard qui à l'instant descend les escaliers derrière Jean-Christophe. Donc il descend, le petit garçon avec l'ours, il descend les escaliers et il fait tacoter, pour bien tacoter la tête, taper la tête, tac, 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 sur sa tête, derrière Jean-Christophe, lorsqu'il descend, effectivement. La question qu'on doit se poser, c'est que l'innovateur a derrière lui la planète et les individus. Chaque chose qu'il fait taper la tête de la planète par terre. Il aurait très bien pu prendre l'ours dans ses bras. Il pourrait très bien le mettre dans un sac à dos. Il pourrait très bien le sauter du premier étage. Il pourrait très bien faire différentes façons. On ne lui demande pas de ne pas aller prendre son petit déjeuner. On ne demande pas aux innovateurs de ne pas innover. Et on ne demande pas un type d'innovation particulier, on demande simplement de faire différemment les choses. Alors, évidemment, je vais un peu vite, mais évidemment, c'est le rapport Brundtland qui, en 1987, avait déjà posé les jalons de ce que devait être la responsabilité des entreprises, à travers 3 dimensions, environnementale, économique et sociale. Et ces questions-là sont évidemment importantes pour comprendre qu'il y a tout un tas de critères à respecter pour respecter la responsabilité. Il n'empêche que l'innovation responsable ne peut pas se contenter de ça. Elle ne peut pas se contenter de ces 3 critères parce que finalement, lorsque vous avez un marchand d'armes, un marchand de cigarettes, il n'y a pas de travail d'enfant. On ne fait pas travailler les enfants pour fabriquer les armes. On ne fait pas travailler les enfants non plus sur des compagnies pétrolières. On a tout un tas de respect des critères Brundtland. Donc je me conforme au rapport Brundtland, quoi que je puisse faire finalement. Ces questions-là nous obligent à nous poser 3 autres questions. Interroger les réponses à apporter aux individus. Est-ce qu'on doit toujours répondre à la demande des individus? Le marketing a cette technique, a cette discipline de le faire. Mais est-ce qu'on doit toujours le faire? Est-ce que l'on doit ou comment l'on doit mesurer les impacts directs de l'innovation? Enfin, indirects de l'innovation. Et pour aller vite, simplement, je donne 3 exemples. La réponse aux besoins des individus, a-t-on besoin en 10 ans de 20 générations d'iPod? À l'évidence, le besoin d'innover existe. Et on a besoin, on a envie d'écouter de la musique quand on court, quand on marche, etc. Mais on est dans une inondation de l'innovation. Et inondation de l'innovation, c'est quand c'est trop, quand il y a un trop-plein, quand ça déborde. Ceux qui ont attendu pendant des heures l'iPhone 5 étaient ceux qui avaient l'iPhone 4 ou 3. On n'a pas sorti l'iPhone 5 pour atteindre de nouvelles couches de population. L'autre critère, c'est évidemment, qu'on utilise souvent, c'est la question de l'air conditionné. L'air conditionné, on sait à quel point dans les véhicules, ça augmente de 15% la consommation, et pourtant, nous le faisons toujours. Est-ce qu'on ne doit pas réserver l'air conditionné à certains types de véhicules, les taxis, le transport en commun, etc., les ambulances, la police, les pompiers? Mais est-ce qu'on en a tous besoin? Avec le milliard supplémentaire tous les 12 ans, nous ne pouvons pas penser et agir de la même façon. Pardon. Les impacts directs des innovations, je l'ai dit, c'est le cas avec le smartphone, c'est le cas avec l'iPhone. Pensez aux opérateurs de téléphonie mobile lorsqu'on leur a dit il y a peut-être un risque de cancer avec le téléphone portable. La première action a été laquelle de l'association qui défend les droits des opérateurs? A été de dire attendez, on va en faire une autre. C'est pas vous avez raison, faisons en sorte de mettre un écouteur qui est directement branché, qu'on ne peut pas retirer pour éviter tout risque. C'est
on va faire une autre étude. La question de Facebook, évidemment, est un cas, et j'ai pris l'exemple également du mail aux États-Unis avec Google qui a très clairement dit, vous voulez les mails entre les deux, on vous donne les mails. Donc la question n'est pas tellement des impacts directs commerciaux, est-ce que je reçois ou pas des spams? Ça peut être un cas, mais c'est évidemment la question de la base de données qui est importante. Et qu'est-ce que l'on fait de cette base de données-là? Évidemment, vous connaissez tous ce qui s'est passé avec IBM et l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale, dans lequel, évidemment, vous savez, les fiches cartonnées gérées par IBM avaient été utilisées d'une certaine façon. Enfin, le troisième dimension, les impacts indirects, simplement pour les comprendre, et les fameuses chaussettes avec des nanotechnologies. Alors, il y a quelques jours est sorti également le slip sans odeur, avec des nanotechnologies à l'intérieur, qui donc permet évidemment, comme vous pouvez vous en douter, de garder certaines odeurs. C'était d'abord distribué pour les hôpitaux et finalement c'est pour le grand public. Mais vous savez qu'au premier lavage des chaussettes, comme je suppose du slip, les nanomatériaux, les nanoparticules partent dans l'eau. Et l'eau, ou bien une station d'épuration, ou ça peut partir dans la mer, ça peut être mangé par des poissons, ça peut être évidemment dans un cercle qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Ainsi, pour le dire, on a besoin de se poser ces trois questions-là majeures, avec évidemment en perspective le principe de Jonas, qui est de dire qu'il faut toujours agir de façon à ce que les effets de l'action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement sur Terre. Et c'est évidemment ce point-là qui est très important. Alors, quand on a dit tout ça, la question c'est comment est-ce que l'on fait? Comment est-ce que l'on met en perspective les trois questions avec les différents critères? Les intégrations de la responsabilité sont des travaux que nous menons, alors effectivement, avec les partenaires que j'ai cités, avec le CFI, avec Vivagora, avec évidemment le Club Innovation Finance qui a beaucoup œuvré à travailler, à financer ces recherches-là, dans lequel on ne va pas revenir en détail ici par manque de temps, et je ne voudrais pas parler trop longtemps pour avoir les témoignages que l'on a aujourd'hui. Mais globalement, intégrer la responsabilité, et je la passe rapidement, c'est intégrer plusieurs étapes. Globalement, respecter 7 étapes. Et au sein de cette étape, il y en a une quatrième un peu particulière. Se conformer bien sûr à la loi, ce qui n'est pas si évident que de se conformer à la loi. Une start-up qui se lance, qui n'a pas forcément connaissance de toute la loi, doit se poser ces questions-là. Regarder la conformité comme une opportunité. Qu'est-ce qui arrive après? Comme future loi, on pense à HP avec les composants électroniques qu'ils utilisaient, l'étain, le cuivre, etc. Et il a fallu changer ça. Faire des chaînes de valeur durables. Si vous essayez de développer des produits, des services responsables, mais que votre chaîne de valeur ne l'est pas, si vous ne respectez pas la loi, si vous ne vous mettez pas en conformité avec la loi à venir, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. On ne peut pas sortir un produit sans le mettre dans une perspective globale de la responsabilité. Quand on arrive à la quatrième étape, c'est à cet endroit-là, dans le processus classique d'innovation que vous connaissez, que l'on voit mal dessiné en dessous, mais que l'on devine avec de l'émergence d'idées jusqu'au post-lancement, c'est comment à chaque étape, on doit comprendre les différents critères de Brundtland, les trois questions que l'on a posées tout à l'heure, pour comprendre le développement d'innovation de produits responsables. Ces dimensions-là sont évidemment à comprendre dans une incertitude de l'innovation. Donc on doit poser des hypothèses, créer des hypothèses dans l'émergence, dans la capacité, dans le post-lancement. Quelles vont être finalement les différentes perspectives de l'innovation une fois que c'est sur le marché? C'est cet ensemble-là qui est important et c'est cet ensemble-là qui nous semble fondamental à comprendre dans le processus d'innovation. Puis ensuite, les 7 autres étapes que je passe rapidement, c'est développer de nouveaux modèles d'affaires. On peut penser à FedEx qui s'est posé la question « je ne transporte plus, mais je téléporte des documents ». On peut penser à Grameen Bank sur des plateformes différentes. Et également un point qui est extrêmement important pour nous, c'est communiquer et éduquer la responsabilité. Mais vous ne pouvez finalement dire ce que vous faites correctement que lorsque vous le faites correctement. Ces points-là, et j'en termine ici, donc doit nous comprendre que l'innovation responsable s'articule au sein d'un processus global. Il s'articule au sein, évidemment, de la responsabilité, tel que Brundtland l'a fait, mais 87 était autant important que complexe parce qu'il n'y avait pas Internet de cette façon-là, parce que la description du génome de l'ADN n'était pas aussi important et compris que ça.
Et ça ne suffit plus aujourd'hui. On a besoin de se poser les 3 questions, ainsi qu'on les a soulignées ici. Et lorsque vous avez ce processus de l'étape 1 à l'étape 7, on a évidemment une étape 4 qui est le développement de processus pour innover de façon responsable. C'est bien cette question que l'on va se poser aujourd'hui. Et on va se la poser à travers ce très rapide, j'ai voulu en 25 minutes essayer de donner une perspective globale de l'innovation responsable et rappeler ce qu'elle était, avec première intervention rapide, mais qui est importante pour montrer ce qu'est le CFI, le Centre francilien d'innovation, et son responsable développement durable, Michel Daigné. Puis nous aurons Jean-Jacques Perrier, cofondateur de l'association vénérable Vivagora, qui est, on cite souvent, je répète souvent, sa première association, à ma connaissance, après recherche approfondie depuis plusieurs années, qui a dit en français innovation responsable, qui a pour la première fois amené ces 2 mots-là ensemble, etc. C'est vrai que nous, rapidement, on a travaillé sur ces éléments-là, notamment avec la professeure Bernadette Bensaud-Vincent, qui est déjà intervenue ici, l'année dernière notamment, etc. Et cette année, Jean-Jacques Perrier nous fait le plaisir de venir. Et puis, nous avons la chance d'avoir 2 témoignages d'entreprises sur ces questions, de la responsabilité, également du social business, etc. Émilie Vantajol de Ben & Jerry, mais plus exactement du groupe Unilever, et puis François Rouvier, directeur social business de Renault. Merci à vous.